20 heures, tout à l'heure, le président de la République a annoncé des mesures supplémentaires pour freiner à tout prix l'épidémie de Covid-19 sur notre territoire. Ces mesures sont fortes, c'est volontaire. Elles sont exigeantes, nous le savons. Mais ces mesures sont nécessaires, surtout essentielles, pour protéger toutes les Françaises et tous les Français. Pas seulement les personnes les plus âgées. Essentielles pour bloquer la propagation de ce virus, pour éviter à tout prix la surcharge de notre système de santé. Essentielles pour combattre le Covid-19 et limiter au maximum le nombre de ses victimes. Les mesures annoncées par le président de la République jeudi, puis par le Premier ministre samedi, étaient d'ores et déjà des étapes majeures. Je tiens à mon tour à saluer toutes celles et tous ceux qui, par épris de responsabilité, ont pris leurs dispositions, ont pris la mesure de la situation. Cependant, le constat est lourd, mais il s'impose. La progression du Covid-19 continue et trop de personnes font encore peu de cas des consignes sanitaires données. Il n'y a pourtant aucun panache à ne pas appliquer les gestes barrières, aucune gloire à se refuser aux mesures sanitaires demandées et devenir, de par son comportement, un allié du virus, un danger pour soi, un danger pour les autres. Aussi, dès demain, midi, pour une durée de 15 jours qui pourrait être prolongée, des mesures de restriction fermes des déplacements ont été prises. Le mot d'ordre est clair, restez chez vous. Il s'agit de mesures de confinement, sur le modèle de ce que nos voisins espagnols ou italiens ont mis en place. Ce que le président de la République a décrit, ce sont les mesures les plus restrictives aujourd'hui en vigueur en Europe. Nous menons un combat. Nous le ferons respecter. Toutefois, l'activité de notre pays ne doit pas s'arrêter totalement. Des exceptions pourront être tolérées pour les déplacements entre le domicile et le lieu de travail, lorsque ces déplacements sont indispensables pour des activités ne pouvant être interrompues ni organisées sous forme de télétravail. Pour les déplacements nécessaires pour faire des courses ou pour les besoins de première nécessité, je pense aux aliments, aux produits de première hygiène. Pour les déplacements pour motifs de santé, bien sûr. Pour les déplacements pour motif familial impérieux ou pour l'assistance de personnes vulnérables, pour venir en aide à un proche dépendant par exemple, ou pour des parents séparés, pour aller chercher et déposer les enfants. D'autres exceptions pourront être permises pour des déplacements brefs, à proximité des domiciles. On pourra toujours pratiquer une activité physique ou sortir son chien, mais chacun devra le faire avec parcimonie, dans le respect des consignes sanitaires et des gestes barrières, sans se retrouver en groupe. Si je devais le résumer, je dirais que l'on pourra prendre l'air, oui, mais certainement pas jouer un match de foot. Dans tous les cas, la consigne générale est simple, c'est « rester chez vous ». Alors, je ne l'ignore pas. Cette consigne, c'est renoncer aux déplacements touristiques et à bien des loisirs, c'est renoncer à voir ses amis, c'est renoncer au déjeuner ou au dîner en famille, c'est renoncer aux activités associatives lorsqu'elles ne contribuent pas à des missions d'assistance. Aller pique-niquer dans un parc ou dans un square, c'est interdit. Se retrouver en groupe pour jouer, c'est interdit. Ce sont autant de sacrifices, mais je crois qu'on peut tous les comprendre et les faire quand il s'agit, au fond, de sauver des vies, y compris la vôtre, comme celle de vos proches. Un dispositif de contrôle sera mis en place par les forces de l'ordre. Il reposera sur des contrôles et des points de contrôle fixes, mais aussi des points de contrôle mobiles, à la fois sur les axes principaux, mais aussi sur les axes secondaires, partout sur le territoire national. Il mobilisera plus de 100 000 policiers et gendarmes. Dès ce soir, je donne ordre aux forces de sécurité intérieure de se déployer sur le terrain et de préparer la mise en place des contrôles. Toutes les personnes qui circuleront devront être en mesure de justifier leur déplacement. Cela concerne évidemment aussi les piétons.
Pour y parvenir, chaque personne, pour chaque déplacement, devra se munir d'un document attestant sur l'honneur le motif de son déplacement. Cette attestation sera obligatoire. Elle sera téléchargeable en ligne dans la nuit sur le site du ministère de l'Intérieur et progressivement sur l'ensemble des sites publics, et bien au-delà, je le souhaite. Il appartiendra à chacun de le remplir pour préciser la nature de son déplacement, sa destination et ses raisons. Ceux qui disposent de cartes professionnelles ou de certificats de leur employeur pourront être amenés à les présenter lors des contrôles. Leurs cartes pourront aussi servir lieu d'attestation. Ce sera notamment le cas, par exemple, des cartes de presse, car l'information jouera un rôle essentiel aussi dans le combat contre le virus. Enfin, cette attestation pourra être également réalisée sur papier libre pour ceux qui ne disposent pas d'une imprimante ou d'un accès à Internet. La violation de ces règles est actuellement punie d'une amende de l'ordre de 38 €. Elle sera portée très rapidement à un niveau supérieur qui pourrait être de 135 €. Notre objectif n'est pas de sanctionner, mais d'en appeler à la responsabilité de tous. Notre objectif n'est pas de sanctionner, mais de montrer un civisme collectif pour surmonter la crise. Notre objectif n'est pas de sanctionner, mais s'il le faut, nous le ferons. Mesdames et messieurs, cette épidémie, vous le savez, intervient alors même que la République traverse un moment démocratique important. Les élections municipales, jeudi dernier, après la consultation des différentes forces politiques et les autorités médicales, le président de la République avait annoncé le maintien du premier tour des élections municipales et communautaires. Je l'ai dit hier soir, le premier tour s'est déroulé dans de bonnes conditions. Les électeurs ont été accueillis dans tous les bureaux de vote du pays, dans des conditions d'organisation particulières, respectant les recommandations sanitaires émises. Le premier tour a permis d'élire les conseillers municipaux de plus de 30 000 de nos communes, ce qui représente environ 65% des 43 millions d'électeurs que compte notre pays. L'organisation remarquable mise en place, et je veux ici à nouveau saluer la rigueur et l'engagement des maires, élus, candidats et fonctionnaires qui ont contribué à cette réussite, mais aussi le civisme des électeurs. Et cela va permettre qu'à la fin de cette semaine, les conseils municipaux puissent désigner 30 000 maires dans notre pays. Les élections qui ont été conclusives à l'issue du premier tour sont acquises. Nul ne comprendrait en effet que les résultats réguliers d'élections organisées conformément aux lois de la République et qui ont permis de pourvoir à l'issue du premier tour les conseils municipaux soient remis en cause. C'est l'expression de la volonté du peuple. C'est le respect aussi que nous devons au suffrage universel. Toutefois, pour environ 5 000 communes, les résultats du premier tour exigent l'organisation d'un second tour de scrutin. Pour ces communes, un second tour sera organisé. Il doit l'être et il le sera. Le président de la République a indiqué tout à l'heure que les expertises scientifiques sollicitées conduisent à reporter l'organisation du second tour dans les 5 000 communes où sa tenue est nécessaire. Il a consulté ce jour les présidents des assemblées. Le Premier ministre a également consulté les représentants des forces politiques du pays. Et il est apparu qu'un consensus existait sur la nécessité de reporter le second tour de l'élection municipale. Cela sur ce double fondement, à la fois l'expertise médicale d'une part et le consensus politique d'autre part. 2 textes seront pris. Ils permettront de tenir compte des circonstances sanitaires exceptionnelles que nous vivons et organiseront le report du second tour des élections municipales et communautaires dans les communes où il devait se tenir. Un décret pris en Conseil des ministres dès demain abrogera la convocation des électeurs pour le second tour des élections municipales et communautaires qui était prévu samedi 22 mars. Un projet de loi qui sera examiné lui aussi dès demain mais par le Conseil d'État et mercredi par le Conseil des ministres organisera le report de ce scrutin à une date ultérieure, au plus tard au mois de juin. Ce projet de loi prévoira que dans un délai de 6 semaines au plus, c'est-à-dire dans le courant du mois de mai, un rapport du Conseil scientifique créé pour la gestion de la crise sanitaire du coronavirus statuera sur la possibilité, au plan sanitaire, d'organiser les élections à un horizon de 6 semaines, c'est-à-dire à compter de la mi-juin. Évidemment,
Nous présenterons ce rapport d'expertise à l'ensemble des forces politiques de notre pays. Et c'est avec elles que nous prendrons la décision précise du choix de maintenir et du choix de la date qui est possible d'ici la fin du mois de juin. Nous déterminerons précisément cela avec l'ensemble des partis politiques. L'échéance de demain soir, 18h, ne s'applique donc pas. Celle qui fait que les candidats qui veulent concourir pour le second tour présentent leur candidature. Le délai donc pour déposer les candidatures sera repoussé par le projet de loi. Concrètement, pour organiser le second tour, le projet de loi comprendra plusieurs mesures fortes. Il confirmera que les conseillers municipaux ou communautaires élus dès le premier tour entrent en fonction immédiatement. Pour les communes où le premier tour n'a pas été conclusif, le projet de loi prévoira que le mandat des conseillers municipaux et des maires sera prolongé par la loi autant que nécessaire. Les maires et les conseils municipaux en place administreront les communes jusqu'à ce que le second tour soit tenu. Dans les communautés de communes, communautés d'agglomération, métropoles, ces intercommunalités qui organisent bien souvent les services publics essentiels à la population, nous prévoirons un régime spécifique répondant au caractère exceptionnel de notre situation. Ce régime verra coexister, dans une période limitée, dans une même intercommunalité, à la fois les nouveaux élus, dont l'élection était acquise au premier tour, ainsi que les élus dont le mandat aura été prolongé. Il sera proposé et organisé dans ces collectivités une élection d'un président et d'un exécutif dont le mandat sera limité jusqu'à ce que le renouvellement général des élus ait pu intervenir. Une fois les élections achevées, un nouvel exécutif sera mis en place. Le projet de loi habilitera le gouvernement à prendre par ordonnance les mesures nécessaires à l'organisation du report de ce second tour. Celles-ci concernent notamment les modalités de financement des campagnes, de tenue de liste et d'autres questions techniques relatives à l'organisation du report du second tour. Cet ensemble de mesures sera traduit dans les textes qui seront déposés immédiatement au Parlement. Ainsi, aux côtés de l'État, les collectivités pourront jouer tout leur rôle dans les jours qui viennent, car nous avons besoin d'elles et nous savons toute l'importance des services publics essentiels qu'elles administrent pour nos concitoyens. C'est pourquoi nous avons aussi veillé à ce que leur continuité soit garantie, tout comme la continuité des services publics qu'elles administrent pourra être assurée. Enfin, le président de la République a annoncé, toujours dans le même et unique objectif de freiner la propagation du virus, des mesures concernant nos frontières. Tout comme il est nécessaire de rester chez soi, les déplacements transfrontaliers doivent être réduits, comme les autres, au strict et nécessaire minimum. Pour réussir, notre action ne peut s'inscrire que dans le cadre d'une réponse globale européenne, qu'il s'agisse des frontières extérieures de l'Europe ou des frontières nationales au sein de l'Union européenne. C'est pourquoi, ces derniers jours, le président de la République a échangé avec ses homologues, avec la présidente de la Commission européenne et le président du Conseil européen. J'ai été en contact étroit avec mes homologues des pays européens ainsi qu'avec la commissaire aux Affaires intérieures. Ce matin même, nous avions, avec la Commission et les ministres de l'Intérieur de l'Union européenne, une visioconférence pour harmoniser nos actions. Permettez-moi de revenir sur ce sujet également évoqué ce soir par le président de la République. Premièrement, s'agissant des frontières extérieures de l'Union européenne, alors que nous mettons tout en œuvre au niveau européen pour contenir la contamination du Covid-19, nous devons veiller à empêcher les mouvements internationaux qui pourraient renforcer la pandémie. C'est la raison pour laquelle la France appuie les propositions présentées cet après-midi même par la présidente de la Commission européenne. Les entrées de tous les ressortissants étrangers dans l'espace Schengen sont proscrites. Cela signifie que seuls les citoyens des États membres de l'espace Schengen et de l'Union européenne, ainsi que les ressortissants du Royaume-Uni, qui restent soumis dans la période de transition du Brexit au droit européen, pourront entrer dans notre espace de circulation commune. Les ressortissants des pays tiers qui disposent d'un permis de séjour européen pourront également continuer d'accéder à l'espace européen. Quelques autres exceptions seront aménagées pour les personnels de santé ressortissants des pays tiers, par exemple. Par ailleurs, je veux le souligner,
la circulation entrante et sortante de marchandises se poursuivra. Mais pour les ressortissants de pays tiers, qui n'ont pas de raison impérative de se rendre en Europe, alors ils feront l'objet d'une interdiction d'entrée. En limitant ainsi les franchissements des frontières extérieures de l'Union européenne, nous limiterons la propagation de la pandémie. Cette décision que la France prend en accord avec la Commission européenne, elle devra être prise de manière identique et simultanée par l'ensemble de nos partenaires européens. Ce sera un véritable test pour l'Europe. Nous le devons aux citoyens européens. Deuxièmement, s'agissant des frontières intérieures de l'Union européenne, vous l'avez vu, des mesures ont d'ores et déjà été prises ces derniers jours pour limiter les échanges, que ce soit avec l'Italie, l'Allemagne hier ou l'Espagne aujourd'hui. J'insiste, il ne s'agit pas pour nous de procéder à une fermeture totale des frontières. Il s'agit de limiter les échanges au strict nécessaire. Il ne faut plus de circulation transfrontalière qui ne soit pas indispensable. C'est cohérent avec les mesures de confinement que nous prenons. Ainsi, en coordination avec mes homologues des pays voisins, nous mettons en place des contrôles des déplacements transfrontaliers non nécessaires. Cela de part et d'autre de nos frontières et en bonne coordination avec les polices aux frontières des pays voisins. Ceux qui n'auront pas vocation à franchir ces frontières seront invités à faire demi-tour. En revanche, je veux rassurer les nombreux travailleurs transfrontaliers. Sur la base de justificatifs de domicile et d'emploi, vous serez autorisés à continuer de franchir les frontières que vous franchissez quotidiennement, et c'est nécessaire. De la même façon, il est hors de question de pénaliser le transport de marchandises, quel qu'il soit. L'approvisionnement de matériel de soins ou encore en denrées alimentaires ou de première nécessité ne sera donc pas impacté par ces mesures. Ce matin, nous nous sommes entendus entre ministres européens pour que ces mesures soient bien proportionnées, dûment concertées entre pays limitrophes et notifiées à la Commission européenne. Mesdames et messieurs, au début de cette intervention, j'ai employé les mots « combattre le Covid-19 ». Le président de la République l'a dit tout à l'heure, c'est bien une guerre que nous menons contre le virus. Une guerre qui mobilise tous les personnels soignants, tous les agents de nos services publics, toutes les forces de sécurité intérieure de notre pays. Une guerre qui doit mobiliser tous les citoyens français. Dans cette guerre, chacun a sa responsabilité. Chacun a les moyens d'anticiper et de participer au combat. Cela n'a jamais été aussi simple en réalité. Il suffit de rester chez soi. Nous devons avoir ni panique, ni légèreté. Nous devons agir ensemble, faire République, respecter les consignes, les gestes barrières, rester chez soi. L'épidémie de Covid-19 nous concerne tous. Et c'est ensemble, et ensemble seulement, que nous pourrons la surmonter. Je vous remercie. S'il y a des questions. Bonjour, Monsieur le Ministre. Alison Tassin pour LCI et TF1. Plusieurs questions à l'issue de l'intervention du Président et de la vôtre. Quels sont les métiers que vous jugez indispensables, hormis les métiers sanitaires? Par exemple, est-ce que les postiers sont des métiers indispensables? Et par ailleurs, est-ce que les transports vont continuer, métro, train, bus? D'abord, ils sont très nombreux, les métiers indispensables. Mais ce dont nous parlons, ce n'est pas de choisir les seuls métiers pour lesquels les personnes seront autorisées à se rendre à leur travail. La décision du Président de la République et du gouvernement permet à tous les citoyens français de se rendre à leur travail, quel que soit le travail. Mais ce qu'il est demandé, c'est que chaque entreprise prenne, elle aussi, sa responsabilité, d'organiser dans toute la mesure du possible du télétravail, de libérer, au fond, les agents dont elle n'aurait pas besoin à ce moment-là. Et des dispositions, notamment en matière de chômage partiel, ont été évoquées. Ce qui compte, c'est aussi que dans chaque entreprise, on prenne le temps de l'organisation, de mise en place de ces gestes barrières, de ces comportements barrières et l'organisation de l'espace aussi. Donc, pour répondre concrètement à votre question, il n'est pas envisagé d'interdire à tous les Français de se rendre au travail. Il n'est pas envisagé non plus d'interdire à tous les Français qui ne seraient pas dans des fonctions essentielles au bon fonctionnement de la nation de se rendre au travail. Les Français
peuvent se rendre au travail, mais doivent limiter au maximum leurs déplacements. Et s'ils peuvent, par exemple, user du télétravail pour éviter de se rendre dans l'entreprise, cela doit être favorisé, à la fois par l'entreprise et à la fois par le salarié. Pour les transports, dès lors que nous invitons chacun à réduire au maximum l'usage des transports collectifs, mais aussi des transports individuels, il va de soi que des mesures de diminution de l'offre de transport accompagneront ce dispositif. Par ailleurs, une autre question sur les municipales. Est-ce que ce report du second tour signifie qu'il y a une sanctuarisation des résultats du premier tour? Les résultats du premier tour sont sanctuarisés. La seule différence est que le calendrier électoral aurait voulu qu'avant demain soir 18h, l'ensemble des listes soient déposées pour le second tour. Ce ne sera pas le cas et nous déterminerons avec les partis politiques, lors de ce rendez-vous qui est prévu sur la base du rapport scientifique que nous aurons mi-mai, le moment exact pour le dépôt des candidatures pour le second tour. Si le second tour a lieu au mois de juin, comme nous l'envisageons, dans ce cas-là, ce sera quelques jours avant et nous déterminerons cela comme le veut l'usage traditionnel des élections. Vous avez fait également mention d'une amende de 38 € qui pourrait passer à 135 €. Dans quelles conditions cette amende augmenterait-elle? Aujourd'hui, pour toutes les infractions, l'amende dont nous disposons juridiquement est de 38 €. Nous prendrons très très vite un décret qui doit être présenté en Conseil d'État pour porter l'amende de 38 à 135 €. C'est une question d'heures ou de jours au maximum, et c'est le temps du formalisme nécessaire de consultation du Conseil d'État. Et quelles seront les conditions pour cette sanction? Parce qu'on voit que chacun... Toute infraction fera l'objet d'une sanction. Je l'ai dit clairement, il y a des interdits, et je n'ai pas peur de ce mot, il y a des exceptions, je les ai rappelées, et nous les détaillerons. Il y aura très vite sur l'ensemble de nos supports de communication des questions-réponses qui permettront de répondre à des questions extrêmement pratiques. Est-ce que je peux sortir mon chien une fois par jour? La réponse est oui, mais rapidement, dans le cadre de l'accompagnement des besoins naturels du chien. Et donc nous répondrons précisément à cela. Dans ce cas-là, on remplit une petite fiche que l'on télécharge et on a le droit de sortir dans ce cadre-là. Ceux qui enfreignent ces règles pourront faire l'objet, effectivement, d'une amende. Et concrètement, ça va se passer comment pour les policiers? On a du mal à s'imaginer comment ils vont pouvoir faire la différence entre une personne qui va faire son jogging et qui n'a pas, et une autre qui n'aurait pas le droit de sortir, qui sortirait du cadre légal. C'est assez simple. La personne aura imprimé une déclaration sur l'honneur, et je fais confiance aux Français pour respecter les déclarations sur l'honneur, et ils seront contrôlés le plus simplement du monde, comme on peut l'être pour un contrôle routier, qui n'est pas forcément celui que l'on a au moment d'une infraction, mais pour contrôler, par exemple, l'alcoolémie d'un conducteur. Il n'y a pas de présomption, on arrête le conducteur, on contrôle le conducteur, et si effectivement il est en infraction, on dresse une amende. C'est exactement ce qui se passera dans les transports publics, dans les transports privés motorisés, mais aussi pour les piétons. Mais surtout, je crois que l'enjeu, c'est celui de la responsabilité individuelle. Notre objectif n'est pas de sanctionner, mais si nous devons sanctionner, nous le ferons. Mais notre objectif est que chacun prenne sa propre responsabilité. D'abord comme acteur de la nation pour faire République, mais aussi comme citoyen responsable. Et je ne doute pas de la conscience et de la citoyenneté des Français et du bon ordre et du respect du bon ordre. Mais si ça n'était pas le cas, j'ai évoqué la mobilisation de 100 000 policiers, gendarmes, qui contrôleront les rues, qui contrôleront les transports et qui sanctionneront chaque fois que ce sera nécessaire. C'est-à-dire que concrètement, pour aller chercher une baguette de pain à la boulangerie, je devrais avoir mon laissez-passer en quelque sorte. Vous pourrez télécharger d'ici demain midi ce document que vous rédigerez vous-même. Et si vous êtes contrôlé, il fera l'objet d'ailleurs d'une attestation de contrôle de la police ou de la gendarmerie si vous êtes contrôlé dans ce cadre-là. Une dernière question, on voit beaucoup de familles qui se réunissent et qui prennent femmes et enfants pour aller à la campagne, pour fuir les grandes villes. Qu'est-ce que vous pensez de ce comportement? Est-ce qu'il est recommandé, non recommandé? Est-ce que vous dites aux Français, faites le choix d'un domicile d'ici demain midi, parce que vous pourriez y rester peut-être un mois, voire plus? Mais je crois que l'essentiel des Français sont aussi dans des conditions de travail.
Je l'ai bien dit, nous ne fermons pas l'économie, nous ne fermons pas les entreprises. Et donc celles et ceux qui travaillent vont vouloir rester à leur domicile quotidien pour continuer à avoir ces activités-là. Donc je pense qu'il ne s'agit pas d'anticiper des mouvements massifs. Certaines personnes peuvent faire le choix, on commence à le faire, pourront le faire encore demain, de se rendre dans leur résidence secondaire s'ils en ont une. Mais je voudrais vous dire que ce n'est pas l'essentiel des Français. L'essentiel des Français ont un domicile, ils vivent dans ce domicile et nous devons les accompagner dans ce cadre-là. Mais ce qui compte, c'est surtout de les protéger. Et ce dont on parle, c'est de la protection des Français. Alain Acco pour Europe 1. Est-ce que les militaires, en plus de leurs opérations d'évacuation sanitaire, dont a parlé le président de la République, seront amenés eux aussi à participer au contrôle des Français dans la rue? Non, ça n'est pas leur fonction. Ils le renforcent régulièrement et ils appuient les forces de sécurité intérieure, vous le savez, mais ils n'ont pas vocation à procéder à des contrôles. J'ai indiqué un chiffre de 100 000 policiers et gendarmes qui seront mobilisés, mais ça n'est pas pour mettre en cause la qualité de l'engagement des militaires qui sont très présents à nos côtés au quotidien et qui seront aussi, le président de la République l'a dit, totalement engagés dans la gestion de la pandémie et notamment dans des transports sanitaires, dans des renforts sanitaires. Je pense aussi à tout le corps médical de l'armée qui est totalement engagé au moment où je vous parle. Donc il y a des partenariats naturels, évidents, mais il n'y a pas de mobilisation de l'armée pour contrôler nos rues, ça n'est pas le cas. Et nos forces de sécurité intérieure sont largement déployées pour cela. Certains syndicats de police dénoncent le manque de moyens comparé notamment aux policiers italiens, par exemple, qui sont équipés systématiquement, paraît-il, de masques, notamment à la frontière franco-italienne. Une note de la DGPN d'il y a quelques jours parle d'un kit, simplement par un kit de gel et de masques par véhicule de police. Est-ce que c'est suffisant ? Une doctrine d'emploi des masques a été définie non pas par le ministère de l'Intérieur, mais par les professionnels de santé. Et c'est cette doctrine d'emploi que nous appliquons pour les policiers, pour les gendarmes, au moment où ils seraient en contact avec une personne susceptible de présenter le Covid-19 ou d'avoir le Covid-19 et de se protéger. C'est cette doctrine d'emploi qu'il faut proposer et développer pour nos forces de sécurité intérieure. Mais nous devons respecter, nous aussi, le protocole d'utilisation des masques tel qu'il a été défini par le Conseil scientifique et nous devons accompagner. Mais votre question me permet surtout de souligner leur engagement, des policiers, des gendarmes, mais aussi des pompiers, qui sont totalement mobilisés au quotidien pour le service des Français et qui sont très engagés aussi dans la lutte contre le Covid-19. Merci beaucoup.